Bonjour à tous. Bon après-midi, bonsoir, chers participants. Au nom de l'ONG suisse de la plateforme MRC, bienvenue à cette session d'introduction. Travail avec la nature, les solutions fondées sur la nature. C'est un grand plaisir d'être avec tous ceux qui sont intéressés au SFN. En travaillant avec la nature, ces solutions nous permettent de faire face à des défis pour les individus, les écosystèmes et faire face au changement climatique et amener la résilience, ce qui est également le travail de la plateforme. Avec votre hôte, laissez-moi vous présenter la plateforme et surtout pour l'audience à travers le monde. La plateforme DR de l'ONG Suisse est un réseau d'ONG dédié à l'amélioration de la résilience des femmes et des hommes, des communautés et des gouvernements à travers la réduction de risques de catastrophes et l'adaptation au changement climatique. Nous travaillons pour améliorer la qualité des services livrés et offerts par les ONG suisses dans le savoir-faire et faire le plaidoyer pour la réduction de risque de catastrophe et l'adaptation au changement climatique. Dans le cadre de travail de la plateforme qui opère depuis 2020, nous avons l- l'objectif d'améliorer la compréhension autour de ces concepts et je fais partie de ce groupe de travail. Je suis avec Hélène Gambon de la Croix-Rouge suisse. Et avec nous, nous avons Antonia Deus, soutien technique d'Helvetas. Alors, à quoi s'attendre pendant la prochaine heure et demie? C'est un webinaire d'introduction pour clarifier ce que les SFN signifient dans le contexte de la résilience aux catastrophes et au climat, et plus particulièrement dans l'environnement rural et de développement. Explorer les bénéfices, les défis et les discours autour des SFN à travers des exemples pratiques et diverses perspectives. Et finalement, nous voudrions partager des recommandations clés de la plateforme suisse des ONG pour la réduction du risque de catastrophe. L'agenda du jour est assez riche et diversifié. Nous avons Naomi qui va premièrement présenter le sujet. Felipe va nous donner des exemples concrets. Nous avons Alex avec nous qui va parler des différents discours autour des SFN et Hélène, quelques recommandations de la plateforme DRR. Si vous avez des questions, sentez-vous à l'aise et posez-les dans la section chat. Après chaque présentation, nous aurons quelques temps de discussion. Je peux également voir que d'autres personnes nous ont rejoints. Bienvenue. Et après ce travail d'introduction, on peut commencer avec Naomi. Naomi a plus de 10 ans d'expérience et elle travaille avec l'Unité internationale pour la conservation de la nature dans la gestion de solutions fondées sur la nature. Merci de partager avec nous votre expertise, Naomi. Vous pouvez commencer à afficher votre écran. On peut voir votre écran, mais votre micro n'est toujours pas allumé, Naomi. Naomi, micro. Voilà, très bien. Merci, Johanna. Merci, Hélène, pour
l'introduction et merci à tous ceux qui participent à ce webinaire. Je travaille avec l'équipe SFN à l'UCN et aujourd'hui, je vais vous présenter ce que sont les solutions fondées sur la nature. Nous savons tous que nous faisons face à la triple crise planétaire, donc le changement climatique, la dégradation des terres et la perte de biodiversité. Et tout ceci est assez alarmant, mais elles sont également liées et interconnectées. On peut voir les chiffres et les statistiques sur l'écran et on peut voir que c'est une situation assez urgente et alarmante. Nous travaillons dans différents secteurs où nous essayons tous d'influer sur un ou plus d'un d'une des composantes de cette crise ou triple crise planétaire. Une chose qui est bien, c'est que la nature contient la plupart des solutions pour régler cette triple crise planétaire. Alors, quelles sont les solutions basées sur la nature? Ici, vous pouvez voir un nombre de dates par rapport à l'origine des SFN. On parle des années 2000 avec quelques dates clés. L'une des dates clés que je voudrais mentionner, c'est l'adoption en 2022 de l'adoption des SFN ou de la définition des SFN à l'UNEA 5. Alors, qu'est-ce qu'une solution fondée sur la nature? Alors, rapidement, nous savons que c'est un concept assez récent, mais qui n'est pas nécessairement nouveau dans sa définition ou signification. Donc, premièrement, on parle d'approche de restauration et d'écosystème. C'est un concept clé euh, ces dernières années. Et puis, nous avons bien sûr des problématiques spécifiques liées à l'écosystème. Donc, la réduction de risques de catastrophe, par exemple. Et puis, bien sûr, il y a des approches liées aux infrastructures toujours dans les SFN. Donc, infrastructure verte, par exemple, nous avons la gestion écosystémique et les approches de protection des écosystèmes. Alors, en 2022, il y a eu l'adoption de l'UNEA, ce qui nous amène à la définition de 2016. Les solutions fondées sur la nature sont des actions visant à protéger, gérer durablement et restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés. L'une des choses qui est le plus importante, c'est que euh, on parle ici de biodiversité et de bénéfices à l'échelle humaine pour relever les défis sociétaux. Euh, Ici, vous avez une liste justement de défis sociétaux. Le changement climatique et autres. L'un des rapports qui a été publié récemment montre que les SFN sont estimés à 170 milliards de dollars de bénéfices pour les écosystèmes et 37% de d'atténuation climatique. Donc, l'utilisation de solutions fondées sur la nature sont souvent euh, mal utilisées entre les solutions dérivées de la nature et inspirées de la nature. Mais les NFS doivent utiliser des écosystèmes fonctionnels et livrer des co-bénéfices pour les individus et la nature. Alors que les solutions inspirées par la nature ou dérivées par la nature n'offrent que des bénéfices aux individus et pas la nature. Alors, nous élargissons la manière dont nous menons les efforts de conservation.
la manière dont les conservations ou la protection de l'environnement se faisaient. Euh, mais c'est un facteur clé dans le développement durable et euh, adopte une approche sociétale et va bien au-delà des efforts de conservation traditionnels. Alors, à quoi cela ressemble? Ici, vous avez deux images. Vous voyez un paysage dégradé et vous pouvez voir l'érosion des sols avec des moyens de subsistance en danger. Maintenant, si vous regardez à droite, c'est la même zone après restauration. Vous voyez la végétation qui a été euh, restaurée et vous pouvez voir qu'il y a une biodiversité beaucoup plus euh, vivace. Ici, encore une fois, euh, un cas pratique que nous avons publié récemment en Chine. Et vous pouvez voir à gauche un environnement dégradé, le concept des villes éponges, Sponge City, avec un système d'évacuation traditionnel, mais vous pouvez voir des inondations. Et ici, vous voyez une zone humaine restaurée. Et cela n'a pas simplement un bénéfice pour la zone, mais également pour la résilience et l'adaptation au changement climatique, tout en améliorant la qualité. Ici, vous pouvez voir, encore une fois, qu'on peut penser que les SFN sont juste adaptés à l'environnement rural. Mais nous pouvons voir ici que nous avons des SFN qui sont et qui vont bien au-delà et qui arrivent jusqu'en milieu urbain. Donc, ceci améliore la biodiversité, le changement climatique, la résilience et les la santé des personnes vivant en milieu urbain ainsi que la planète. Donc, encore une fois, on essaie ici de répondre à la triple crise planétaire. Encore une fois, nous pensons très souvent aux solutions fondées sur la nature, mais on peut adopter une approche complémentaire ou une approche hybride. Lorsqu'on a une combinaison de zones ou de solutions vertes ou grises. Euh, de cette manière, nous pouvons savoir qu'il y a un lien direct entre les bénéfices immédiatement, mais également des avantages sur le long terme. Et à l'UCN, nous avons commencé à développer des standards, comme je le disais. Euh, Tout le monde se tourne vers les SFN et qualifie les SFN comme étant des SFN, mais parfois se trompe. Donc, il fallait des standards pour s'assurer de la qualité des interventions et puis également bâtir un langage commun, une compréhension commune. Euh, Ceci s'applique dans une grande variété de contextes et dans l'élaboration de politiques. Donc, un standard pour la conception, la vérification et la mise à échelle, 8 critères, 28 indicateurs basés sur la co-création de connaissances, la science de la conservation, la science sociale et la connaissance traditionnelle, parce que tout ce que nous faisons, nous l'appliquons dans des paysages ou dans un environnement qui fonctionne depuis très très longtemps. Donc, on a besoin de l'inclusion de la connaissance traditionnelle et autochtone. Ceci est compatible avec le code de conduite haïtien. Alors, mentionner ces standards, premièrement, doivent s'adresser aux défis sociétaux. Voilà les 7 défis sociétaux. Une autre chose, il faut bien sûr penser au-delà de l'échelle où nous appliquons nos solutions. Très souvent, vous faites une intervention ou un projet à une échelle particulière, mais si vous ne pensez pas en aval ou en amont, vous n'obtiendrez peut-être rien parce que tout sera détruit
après la mise en œuvre. Donc, vous devez aller au-delà de la sphère locale. Et ces actions, ces interventions doivent avoir un aspect à trois piliers. Donc, le pilier économique, la biodiversité et la gouvernance inclusive. Nous disons également qu'il y a souvent une recherche d'équilibre entre ce que vous appliquez et les solutions que vous recherchez, et il y a besoin d'une gestion adaptive. C'est nécessaire, quel que soit ce que vous planifiez, les choses peuvent se passer différemment, donc vous devez vous adapter et finalement, vous devez vous rassurer que tout ceci est intégré dans des politiques et des stratégies pour la durabilité. La plupart du temps, les interventions et les projets sont mis en œuvre, mais une fois qu'il y a la fin du projet, il n'y a pas de durabilité. Donc, il faut penser sur la durée. Alors, voilà le standard ou la norme à l'échelle mondiale. Vous avez le code QR avec les critères des cas pratiques et quelques exemples des cas pratiques. Je voulais mentionner mes messages clés par rapport à ce webinaire. Donc, les SFN jouent un rôle crucial dans l'atténuation du changement climatique, des effets du changement climatique, en améliorant le stockage carbone et en soutenant la biodiversité. Si vous menez une intervention qui n'a que des avantages à l'échelle humaine, mais pas pour la biodiversité, ce n'est pas une SFN. Tout ceci doit également préserver l'équilibre écologique de la planète. Numéro 2, l'investissement dans les SFN a de très très bons retours en réduisant la nécessité d'infrastructures coûteuses et offre des solutions qui sont efficaces et durables. Numéro 3, en investissant dans les SFN, on garantit des services écosystémiques, pas simplement pour la restauration du paysage ou de l'écosystème, mais vous offrez plus d'avantages à l'échelle humaine avec une meilleure qualité d'air, d'eau et des avantages sanitaires et une meilleure qualité de vie. Et des SFN bien conçus offrent la création d'emplois, améliorent les moyens de subsistance et autonomisent les communautés à travers des pratiques durables. Ici, ce sont certains des cas pratiques qui ont été publiés et les standards dont je parlais. Euh, Et si vous êtes intéressé après le webinaire, vous pouvez les consulter. Il y a différentes régions du monde avec des cas pratiques de Chine, de villes méditerranéennes, avec bien sûr les normes que vous pouvez appliquer à l'échelle mondiale. Sur ce, je voudrais vous remercier pour votre temps et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci. Merci Naomi. Merci pour cette introduction et cet aperçu. Ah, si informatif. Est-ce qu'il y a des questions? Nous avons quelques minutes pour en discuter. Donc, vous pouvez écrire vos questions dans la section chat, vous pouvez lever la main et les poser. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est le moment. Vous pouvez également écrire vos questions en espagnol ou en français dans la section chat. Ça marche aussi. Je peux voir que Anna a une question. Merci pour la question. Je suis à base et je voudrais poser cette question. Comment est-ce que ces standards sont liés euh, aux taxonomies sur l'adaptation et la résilience? Merci Anna pour la question. Je ne suis pas sûr de connaître ce cadre que vous référez. Quelle est l'organisation qui euh, promeut ce cadre?
On a vu une émergence de taxonomie verte à travers le monde, au sein de l'Union européenne, dans différents pays. Et maintenant, il y a de l'intérêt au développement et à l'élaboration de taxonomies sur l'adaptation climatique, ce qui va bientôt être adopté comme standard international. Qu'est-ce que vous faites à propos de cela? Comment est-ce que cela s'intègre avec les standards existants au niveau de l'Union européenne? Est-ce qu'il y a une connexion avec ceci? Merci, Anna. Euh, Je vois le lien, merci Alexandre. Alors, nous avons travaillé avec l'Union européenne et d'autres organisations, y compris l'UNEA, pour développer ces standards à l'échelle mondiale, ces normes. Donc, ils font partie du processus et ceci a été référé à différentes initiatives en cours. Pour la taxonomie, je pense que mes collègues feront partie du processus. Moi, personnellement, je ne pense pas en faire partie, mais nous nous rassurons de travailler avec l'Union européenne en ce qui concerne différentes initiatives telles que les SFN. S'il y a des processus en cours, je vais essayer de vérifier avec mes collègues. Mais c'est un effort collaboratif. L'UE en faisait partie et a été consultée. Merci, merci pour la question et la réponse. Y aurait-il d'autres questions ou d'autres réponses dans la section chat? Oui, allez-y. Quelqu'un pose la question d'avoir des exemples spécifiques. Avant que nous ne continuions, Naomi, est-ce que vous voudriez partager des exemples concrets avec nous? Ah, oui, merci. Merci Abdoulaye pour la question. Euh, pour des exemples spécifiques de SFN. Il y a ce diapo où il y a toutes les publications et juste pour référer l'un des cas par rapport à la restauration des terres, l'une des choses que nous avons vues, c'est ici, oui, l'une des choses qui faisait en sorte que les SFN étaient couronnés de succès, c'était l'inclusion des communautés locales. Donc, le cas pratique auquel je fais référence, et c'est un cas couronné de succès où les communautés se sont appropriées le processus et les communautés ont mis à échelle les SFN dans d'autres domaines. Je vois également une question venant de Patrick sur euh, l'exploration de différents cas pratiques, différents cas d'études et je dis que oui, ce sera quelque chose que nous allons partager avec vous, différents liens pour les publications que nous avons faites concernant les différents cas pratiques. Merci. Plus d'autres questions? Moi, j'aurais une question pour vous. Est-ce que vous l'avez vu? Vous arrivez à voir la question? Très bien. On pose la question parce que nous voudrions en apprendre de votre part, l'audience. Et c'est pour ça que nous avons un menti et nous vous invitons à aller sur le lien dans la section chat ou utiliser le code QR sur l'écran pour répondre à cette question. Quels sont les SFN avec lesquels vous avez été impliqué ou auxquels vous avez participé? Quelles ont été les solutions fondées sur la nature que vous avez vues ou auxquelles vous avez participé? J'espère que vous êtes arrivés sur la page Menti. Nous commençons à voir quelques résultats. Je vous invite à les partager avec nous. Vous devriez être capable de les voir. Il y a déjà deux réponses. Restauration, mangrove, euh, d'autres SFN que vous auriez vus, avec lesquels vous auriez été ou auxquels vous auriez participé.
Gestion des bassins versants. Oui, ça commence à venir. Agroforesterie, qui est mentionné plusieurs fois, il me semble. Euh, Bio-ingénierie. Ah, nous commençons, oui, c'est vrai, nous avons une collection de différentes solutions fondées sur la nature. Excellent, merci. Merci pour le partage de ces différents exemples. C'est complémentaire par rapport à l'aperçu que Naomi nous a fait et cela va dans le sens de la prochaine présentation. Je vais encore une fois afficher mon écran. Et Felipe va partager un exemple de SFN venant de Colombie. Felipe a la coordination de l'Eveliness Network et gère des eaux intégrées à Fondation Madeleine en Colombie et se focalise sur les pratiques environnementales et la collaboration avec les communautés. Felipe, nous sommes impatients d'en entendre de votre part. Merci, Johanna, merci, Hélène, de nous donner la chance de partager notre petit projet sur les SFN, en pratique. Merci à tous, pour votre présence. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un exemple de ce que Naomi a commencé à nous présenter. Je m'appelle Felipe, je travaille avec une ONG colombienne qui est dans la gestion participative et la conservation de la nature. Ça fait 25 ans d'existence et on y va. Je vais parler d'un projet qui s'appelle Bagna do Bari. C'est le nom euh, du projet. Euh, En anglais, de l'eau potable, de l'eau de rivière potable. Alors, ce projet, c'est pour aider les communautés à résoudre un conflit dans la gestion des ressources hydrauliques. Pourquoi? À cause de conflits sociopolitiques en Colombie, parce que la plupart des communautés font partie de la communauté de Mbaracatio et elles avaient été forcées de se déplacer de leur territoire ancestral à des zones périurbaines dans une zone qui s'appelle Tierra Alta, dans la municipalité de Cordoba. Ces communautés, avec leur style de vie, euh, ont une manière particulière de gérer les ressources en eau et ils ont divisé les ressources hydrauliques en deux types. Euh, les ressources pour l'eau potable et les ressources pour les besoins d'assainissement. Et on sélectionne bien sûr des cours d'eau pour le nettoyage, euh, les sels et autres, et tout le processus d'assainissement. Cette gestion des eaux causait des conflits avec les communautés voisines, parce qu'à ce moment-là, vous ne vivez plus dans la montagne ou dans la forêt tropicale, vous vivez avec des voisins qui ont une culture occidentale et qui a besoin de ressources hydrauliques pour de l'eau potable, pour l'agriculture. Et donc, ça crée des conflits, ça, de grosses tensions entre les différentes communautés et la communauté autochtone et les voisins. Et ils avaient besoin de penser à autre chose pour s'adresser à ce problème. Le projet a pris presque 2 ans.
avec une composante assez innovative, la renaturalisation de l'eau à travers une technologie Renaturwatt. Le montant, 370,990 €. Les bénéficiaires, les communautés Eberakatio dans la rivière Sinou. Beaucoup de gens ont travaillé. Nous avons travaillé avec des agences espagnoles, avec la coopération internationale pour le développement. Nous avons également travaillé avec OURA, euh, des compagnies publiques et privées, des compagnies de génération d'électricité hydroélectrique, très important pour l'impact sur le long terme. Trois communautés. Los Placeres Comunicates y Manantiales. Nous avons travaillé avec une ONG espagnole qui avait reçu, bien sûr, les fonds. Euh, Nous avons travaillé avec Humedales, l'Université Polytechnique de Valencia à Saint-Ouen, une compagnie dans le secteur privé qui nous a aidé à gérer les standards SFN et Living Lakes, LATAM, un réseau d'organisations qui travaillent dans les zones humides et la conservation à travers le monde. Euh, Cinq composantes du projet. Renforcer les capacités, euh, concevoir et installer ces unités novatrices de les Renatowad. Ensuite, il fallait un accès à l'eau et résoudre le conflit euh, causé par la pollution des cours d'eau. Et nous avions besoin de nous rassurer que les communautés avaient assez d'eau pour opérer, fonctionner et euh, satisfaire leurs besoins en eau potable et en assainissement. Ensuite, il fallait se pencher sur l'infrastructure d'assainissement, des unités de lavage et d'assainissement des toilettes. Et puis ensuite, les SFN avec des zones de traitement des eaux, euh, traitement biologique, donc éliminer les nutriments. Donc, premièrement, une SFN pour euh, le traitement organique des eaux usées générées par la communauté et une deuxième partie, une deuxième composante qui était conçue pour l'élimination des nutriments dans l'eau et la réutilisation des eaux traitées. Dernière composante, la diffusion des résultats à toutes les échelles. Suivant. Lorsque nous faisions cela, nous avons mis en œuvre le standard ou la norme mondiale des SFN. Je pense que nous étions parmi les premiers à le faire. Et nous avons remarqué certaines choses dans la mise en œuvre lorsque nous étions en train de travailler avec des infrastructures vertes, ce que nous faisions. Et on va on va pas nécessairement expliquer le schéma, mais la recommandation ici, c'est que le projet devrait avoir les ressources ou l'équipe devrait avoir les ressources nécessaires pour la standardisation. Parce que pour remplir certains critères, il y a des exigences au niveau des ressources humaines et économiques et si elles ne sont pas disponibles, ce sera très très dur de remplir les critères. Par exemple, l'un des critères au sein de la norme que nous avons, où nous avons eu de très faibles résultats, c'était par exemple au niveau de la biodiversité. Le chiffre
ne montre pas la réalité. Nous voyons que nous générons et attirons la biodiversité parce que les zones humides sont des zones humides, euh, mais nous ne pouvions pas mesurer l'impact. Et ça, cela doit être pris en compte dans les lignes budgétaires, avoir des ressources pour s'adresser à certains critères. Cela dépend euh, de, de, de la base, de la formulation du projet. Comme vous pouvez le voir, on s'est pas très mal débrouillé. On a respecté le standard de la norme, mais il faudrait qu'il y ait des critères qui incluent une phase de reformulation pour s'assurer que le budget puisse avoir assez de ressources pour être en conformité avec le projet et les normes suivantes. Une des choses qui était très très importante dans notre projet, c'était l'accès et bien sûr des solutions pour résoudre les défis sociétaux, la biodiversité et le bien-être humain. Et bien sûr, alors que nous essayons d'inclure au sein de la stratégie nationale pour les SFN en Colombie, il y a l'adaptation et l'atténuation. Donc, le triple impact. Et nous revenons au projet. Il fallait faire en sorte que ce soit accessible, que ce soit fait de manière à ce que cela puisse être approprié par les communautés. Et ici, il fallait impliquer les communautés. Ça prend plus de temps, ça exige plus d'efforts, plus de patience, mais nous avons dû reconcevoir toutes les infrastructures sanitaires au moins 3 fois pour être en conformité avec les attentes et les besoins, pour pouvoir inclure euh, le style de vie des communautés et nous avons pu avoir des infrastructures très organiques, très naturelles, parfois pas de papier toilette, de l'eau, du savon. Bien sûr, cela a été conçu séparément, donc il y a une partie homme, une partie femme, parce que avant, les hommes et les femmes allaient à la rivière pour tout faire en groupe. euh, et nous avons dû concevoir différentes infrastructures pour les hommes et les femmes. Nous avons dû essayer de respecter les dynamiques migratoires. Les communautés autochtones ne vivent pas comme les Occidentaux, donc il y a différentes problématiques qu'il a fallu prendre en compte. Et nous avons eu des débats assez intenses avec eux. Nous avons pu nous pencher sur les activités d'appropriation et nous sommes très heureux de voir que les communautés sont très, très satisfaites de ces infrastructures. On travaille avec tous les groupes d'âge de la communauté et ils étaient très, très satisfaits parce que l'une des choses principales, c'est qu'ils n'ont pas eu à changer leur manière de vivre, parce que leur manière de vivre a été prise en compte dans la conception et c'était beaucoup plus sécurisé d'utiliser les infrastructures parce qu'en période d'inondation, elles ne pouvaient pas aller à la rivière. Il y avait différents dangers tels que les serpents et ils étaient très très heureux, très satisfaits. Et ils ont utilisé différentes manières de gérer et de maintenir. Donc ces communautés ont euh, des organisations communautaires. Euh, et si vous faites en sorte que la gestion respecte ceci, l'appropriation et la maintenance des infrastructures se passeront bien. Suivant. Encore une fois, des photos, plus de photos. Ici, tout en haut à droite, c'est un endroit approprié, c'est une unité de lavage.
elles sont beaucoup appréciées parce qu'elles ne pouvaient pas aller à la rivière pour laver les habits durant les périodes d'inondation et nous avons juste reproduit le processus utilisé lorsqu'elles allaient à la rivière. Donc, des petites piscines d'eau propre et connectées, suivant. Voilà nos solutions fondées sur la nature qui étaient euh, avec le flux pour le traitement de la pollution organique des eaux usées générée par euh, ces infrastructures d'assainissement. Et après, le traitement organique euh, d'un traiter les déchets avec d'autres solutions fondées sur la nature euh, pour la première fois à l'échelle réelle. Et ces infrastructures avait un flux vertical au niveau des zones humides. Fallait générer, bien sûr, des plantes qui pouvaient purifier les eaux. Des eaux qui sont contaminées par de l'aluminium et de l'aluminium qui euh, retient le phosphore. Et à cause des systèmes hydrauliques, euh, il n'y a pas simplement le phosphore qui est contenu, mais également dans le processus de transformation du nitrogène, celui-ci est euh, amélioré. Et pourquoi je parle de cela? Eh bien, la nature et l'impact de l'affluence des eaux usées, eh bien, ce sont les nutriments. Euh, Ce sont les deux choses que nous devrions retirer des eaux pour les améliorer. Alors, le résultat a été impressionnant, jusqu'à 94, 98% pour le phosphore et 82% pour le nitrogène. La plupart des données que nous avons mesurées, les résultats finaux, étaient bien en deçà de la zone de détection et 100% des eaux traitées ont été utilisées pour l'irrigation des arbres fruitiers et ont été usés pour la communauté. Ça nous a également aidé à développer un modèle très simple avec une réglementation pour la réutilisation des eaux usées et des eaux traitées. Nous avons donc créé un modèle euh, de permission pour euh, reverser les eaux traitées dans la nature. Donc, ça a été une solution qui a été optimale. Et conclusion et recommandation, c'est que, bien sûr, ce sont des solutions fondées sur la nature qui doivent être traduites ou qui doivent se traduire en bien-être humain. Donc, de l'eau euh, que l'on peut utiliser, que les humains peuvent utiliser, de l'eau potable. Et puis, lorsqu'on parle de migration, parce que ce sont des communautés autochtones, euh, une chose qui est très, très importante, que nous devrions comprendre, c'est la hiérarchie et l'organisation communautaire. Donc, ce sont des choses à comprendre et auxquelles il faut se conformer. Une autre chose qu'il fallait respecter, c'est que si vous voulez mettre en œuvre les standards, les normes mondiales, vous devriez inclure des critères lorsque vous formulez le projet. Et pour le faire, les partenaires locaux doivent avoir accès. Il faut des coûts indirects pour aider. euh, Parce que les standards sont assez complexes. C'est bien de les mettre en œuvre, mais cela exige du temps. Vous avez besoin de ressources humaines et de temps pour le faire. Donc, nous recommanderions
certains des coûts indirects du projet devraient aller à la mise en œuvre locale pour qu'ils aient assez de ressources pour s'attaquer à cet aspect. Numéro 3, nous avons vu que il fallait gérer des événements de changement climatique. Nous avons eu une grande saison des pluies et cela a causé de grosses complications et nous avons dû faire face à la guerre ou au conflit russo-ukrainien qui a euh, augmenté les prix des matériaux de construction. Donc, on travaille avec la nature, ça c'est le, le thème du webinaire. Donc, il faut inclure la variabilité climatique au sein du projet des propositions et nous devrions y faire face avec euh, certaines assistances, parce que sinon la mise en œuvre du projet est soumise à énormément de stress et on devrait être capable de s'adapter à ce genre de situation. Sinon, les fonds devraient être juste réalloués à d'autres lignes budgétaires. Et puis finalement, nous recommanderions des périodes de financement plus longues pour s'assurer d'une meilleure appropriation et du suivi au niveau de la communauté. Euh, Nous avons utilisé un plan de responsabilité environnementale pour les entreprises et les communautés qui opèrent dans les zones des communautés. Donc, ce sont les communautés qui opèrent dans cette planification et nous avons inclus euh, la mise en œuvre au sein de ce plan, donc les infrastructures, les FSN, euh, qui peuvent être à l'origine. Euh, Enfin, il faudrait une meilleure ou une plus longue période de financement et d'orientation et pour le suivi et l'entretien des initiatives. Ce sera tout pour moi et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Vous pouvez voir d'ailleurs le prochain diapo, un diapo de conclusion. Merci Felipe, très très intéressant. Merci d'avoir partagé votre expérience et les enseignements que vous avez tirés de celle-ci. Y a-t-il des questions pour Felipe? Des questions, des commentaires, des réactions? Encore une fois, levez la main ou écrivez dans la section chat. Il y a une question de la part d'Anne. Oui, vous avez dit que nous devrions avoir un meilleur suivi pour les ressources et quels sont les avantages? Parce que je vois euh, que Lucienne aurait été satisfait de ce genre de solution, mais pour le projet, en- bon, c'est une question assez pertinente. Question sur comment est-ce que le monde comprend les SFN? Euh, L'une des choses les plus avantageuses des SFN, c'est qu'il y a énormément de choses qui peuvent être appelées SFN, mais cependant, cela est aussi une faiblesse. Donc, nous avons conçu les normes mondiales pour s'assurer que les SFN soient adressés et qu'il y ait un langage commun pour comprendre une SFN. Une SFN, cela devrait représenter, par exemple, quel que soit le projet, la restauration, les infrastructures vertes. Premièrement, il faudrait qu'il y ait une composante de biodiversité euh, et vous devriez faire le suivi. Et faire le suivi de la biodiversité, c'est quelque chose de coûteux. Donc, ceci devrait être inclus dans le cadre et les lignes budgétaires du projet. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas le faire durant la mise en œuvre du projet. Et bien sûr, euh, c'est un outil, c'est juste un outil pour s'assurer du fait que vous êtes vraiment en train de mettre en œuvre des SFN et rien.
Merci. Je vois Alex qui répond déjà dans la section chat. Euh, Ça va aller dans le cadre de sa présentation, mais je peux voir qu'il y a une autre question. En ce qui concerne la durabilité du projet, comment est-ce que vous l'évaluez? On évalue ceci en incluant le projet dans le plan de responsabilité environnementale des compagnies et des compagnies qui sont là pour des années parce que vous ne pouvez pas laisser le projet à lui-même. Celui-ci devrait être inclus dans un plan plus large, une approche beaucoup plus durable pour les communautés et générer un développement réel. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez juste, comment dire ceci? Je cherche le mot en anglais, mais vous allez juste faire de l'assistanat, de la charité, si vous voulez, au lieu de travailler dans le développement. Donc, vous devez inclure le projet, vous devez l'intégrer dans un concept beaucoup plus large. Et ceci doit être intégré dans l'adaptation basée sur les écosystèmes, parce que les SFN ne peuvent pas marcher, fonctionner en elles-mêmes. Elles doivent être incluses dans un plan plus large qui prend en compte le territoire, les dynamiques et qui s'attaque à différents problèmes tout en s'adaptant et en générant des avantages pour l'être humain. Euh, Quel est le rôle de la communauté? Comment est-ce que la communauté contribue à cela? Les communautés contribuent énormément. Par exemple, ils sont impliqués le plus dans la construction. Euh, Bien sûr, il y a des complications lorsque le climat ne vous aide pas. Si les pluies sont torrentielles, c'est très très difficile de le faire. Mais en dehors de ça, les communautés ont également fait des donations, des dons, travaillent en dehors des heures de travail. Donc pour la mise en œuvre des infrastructures, ils sont impliqués et puis ils sont également engagés. Ils sont également engagés dans la responsabilité environnementale et pour la gestion des conflits avec leurs voisins. Ils utilisent ceci comme étant euh, une possibilité, une ouverture pour l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Je peux voir que Patrick a une autre question. Si c'est une petite question, nous avons le temps, mais sinon, nous allons devoir. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Premièrement, Felipe, merci pour la présentation. Elle était merveilleuse. C'est un très bon cas pratique. Juste une question pour l'outil d'auto-évaluation. Vous avez mentionné quelques aspects. Est-ce que vous pourriez nous donner un feedback par rapport à l'utilisation de cet outil? Premièrement, euh, l'outil était conçu pour s'adresser à des projets liés à la conservation, à la protection euh, des infrastructures. Donc, les compétences dans l'outil d'évaluation, ce sont des compétences dirigées à la mise en œuvre à l'échelle régionale. Donc, pour les infrastructures à l'échelle locale, c'était assez difficile de s'adapter et de donner des réponses honnêtes aux questions. Ensuite, euh, vous devriez euh, mener des essais avant de mettre en œuvre le projet, pour que le projet ait assez d'outils pour s'adresser à la question des standards durant la mise en œuvre. Nous avions écrit un document. Si vous voulez, nous pouvions vous envoyer le document que nous avons rédigé sur la manière dont la protection des zones humides sont des FSN, des SFN.
Donc, si vous voulez, je peux partager ce document avec vous. Je vais envoyer mon email dans la section chat et je serai heureux de vous envoyer le document que nous avons rédigé euh, par rapport à cela. D'accord. J'avais une question pour chacun d'entre vous, mais puisque le temps n'est pas de notre côté, euh, je vais vous laisser vous pencher sur la question de manière individuelle. On va passer à Alex. Alex va parler des différents euh, discours, des cadres et des horizons d'avenir. Il est dans la science, la conservation et il a mené une synthèse sur les initiatives de SFN à l'Université d'Oxford et en ce moment, il travaille en tant que spécialiste au sein du WWF au Royaume-Uni dans l'accélérateur des SFN, une équipe pluridisciplinaire euh, pour la préparation à l'investissement des initiatives SFN. Bonjour, je suis heureux d'être là. J'espère que vous m'entendez bien. En ce moment, je suis au WWF au Royaume-Uni sur les solutions fondées sur la nature, les initiatives et relatives. Donc, lorsqu'on me demande de parler de ces rapports et de ces partenariats sur comment les solutions fondées sur la nature ou les SFN sont conçues et réfléchies euh, pour les politiques, le financement et la pratique. Ici, nous allons nous pencher sur le terme. Comment nous comprenons le terme en termes de standard, mais l'utilisation du terme et quels sont les discours utilisés pour définir tout ceci. On va passer au diapo suivant. Dans les 10 prochaines minutes, on va se pencher sur quatre choses. Premièrement, je voudrais discuter de la manière dont les SFN sont euh, cadrés ou représentés. Euh, Quels sont les discours dominants utilisés euh, et comment ceci reflète des problématiques importantes dans la gouvernance environnementale et ce que cela veut dire pour les politiques, les financements et la conception d'interventions. Ce rapport, vous pouvez y avoir accès avec le code QR tout en haut à gauche. Comme je l'ai dit, euh, pour ce rapport qui a été publié l'année dernière, nous avons analysé 55 documents. Nous avons également mené des entretiens et ici, je vais juste vous montrer sur ce diapo d'où viennent les informations que nous avons recueillies. La plupart viennent d'institutions basées en Occident, dans le Nord, euh, l'espace de politique climatique. Et quand je parle de climatique, je parle de tous les aspects climatiques, là où on parle des SFN. Nous avons vu que la plupart des documents allaient dans le sens de l'utilisation de ce cadre. Euh, qui est devenu prévalent et prééminent en 2016 avec la création d'une définition. Mais il y a également des perspectives critiques et nous avons vu qu'il y a des problématiques ou des questions similaires euh,
au niveau des personnes que nous avons interviewées, qui travaillent pour la plupart dans les ONG internationales. Il y avait également des représentants des groupes autochtones, de la jeunesse et du secteur universitaire. Donc, c'est important de voir tout ceci pour savoir qui influence le discours à l'échelle internationale sur les solutions fondées sur la nature. Suivant. Ceci étant dit, je veux pouvoir dire que le SFN en tant que concept, c'est valide. Euh, Bien sûr, il y a des vases clos entre la conservation et la communauté du développement. On essaie de faire la promotion d'une réflexion systémique, euh, créer un langage partagé et commun à travers les secteurs et harmonise, bien sûr, en harmonie avec les standards IUCN. Donc, des avantages pour les individus, la biodiversité et l'équité, euh, et les garde-fous. Et puis, bien sûr, le concept a le potentiel, comme je vais le mentionner un peu plus tard, d'ouvrir l'espèce à différentes perspectives, ainsi que de faire le lien entre la sphère locale et globale. Alors, pourquoi est-ce que ce rapport se focalise sur le discours plutôt que la conception technique? La manière dont nous parlons des choses définit le problème et influence les solutions que nous recherchons. Donc, si nous prenons en compte le risque de catastrophe comme exemple, si on parle de catastrophe par rapport aux dangers, les tempêtes, les inondations, à ce moment-là, nous allons devoir nous focaliser sur des solutions techniques. Donc, des puits, des barrages, des systèmes d'alerte rapides. Mais si plutôt nous adoptons un cadre qui va dans le sens de la vulnérabilité sociale, on considère plus la pauvreté, le logement sécurisé, etc. Et les solutions vont aller dans un sens différent. Les solutions fondées sur la nature, c'est la même chose. La manière dont vous cadrez, ceci peut influencer ceux qui en bénéficient, qui décident et où va l'argent. Suivant. Nous avons identifié des narratifs, des récits et des discours dominants. Il y avait trois discours dominants. J'espère que cela va aller dans le sens de votre position. Et quand je parle de discours, je dois reconnaître qu'il y a une définition explicite et des standards explicites créés par l'UCN. Mais comme Naomi l'a dit un peu plus tôt, ceci est mentionné de différentes manières. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est juste la manière dont les solutions fondées sur la nature sont abordées. Premièrement, il y a la solution carbone à l'échelle mondiale. Ici, ce sont les émissions en constante augmentation avec une solution qui serait plutôt à l'échelle euh, mondiale, des efforts de reforestation, un accent sur les sols, les mangroves, carbone bleu et un accent sur les marchés carbone pour le financement de ces interventions. Et à ce moment-là, vous verrez que c'est un récit qui est souvent lié au secteur privé. Euh, Ensuite, le deuxième discours, c'est plus l'adaptation locale, la résilience. Ici, on va plus dans l'impact climatique, l'érosion, les moyens de subsistance, les inondations. Les solutions sont différentes. Ici, on parle plus de solutions liées à l'espace, donc restauration des bassins versants, des sols, pour l'agroforesterie, les avantages qui mettent un accent sur la réduction de la vulnérabilité, la résilience communautaire et des écosystèmes plus sains.
avec un accent sur les personnes autochtones et les communautés autochtones. Il y avait aussi un groupe d'acteurs euh, cruciaux dans tous ces efforts, euh, des acteurs qui sont critiques des solutions fondées sur la nature. Euh, Parce qu'il y avait bien sûr d'autres approches, par exemple l'adaptation aux écosystèmes euh, et maintenant vous avez les solutions fondées sur la nature et vous avez quelques acteurs qui ne sont pas nécessairement favorables à tout ceci. Le risque de euh, commodification avec les écosystèmes réduits à l'échange carbone. Euh, Il y a également un accent et des inquiétudes, des préoccupations autour des solutions carbone. Et ces acteurs ont pour tendance de cadrer la problématique avec le déséquilibre des dynamiques d'autorité, euh, l'exclusion et en gros l'inquiétude, la préoccupation, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Donc ça, c'est l'un des discours les plus persistants. Donc ce sont des discours qui ont des conséquences réelles. Par exemple, c'est vrai que le déséquilibre carbone peut effectivement nous amener euh, à des opportunités, mais peut retarder la décarbonation de l'économie. Lorsque vous avez une perspective climatique, vous pouvez également négliger l'intégrité de la biodiversité. Et si vous ne vous focalisez pas sur les résultats de la biodiversité, vous pouvez pas mesurer l'intégrité de vos écosystèmes et vous allez rater, vous pourriez rater des choses très importantes qui vont dans le sens de la résilience et de l'efficacité de vos solutions. D'autres problématiques, comme je l'ai mentionné, le risque d'expropriation de terres et des mécanismes de marché carbone non réglementés, la persistance des inégalités et des disparités qui sont assez prévalentes dans l'espace du développement et dans ensuite. Donc, en gros, ce qui est en jeu, c'est comment est-ce que les FSN peuvent aller dans le sens de changements systémiques, équitables et ne pas renforcer les tendances néfastes auxquelles nous essayons de nous attaquer. Et j'avais oublié de mentionner également que euh, ce sont des discours qui ne sont pas nouveaux, hein. Ce sont des fossés. euh, qui perdure depuis très longtemps, hein. Ce ne sont pas les FSN, ce ne sont pas les SFN qui ont créé cette division, ce fossé, mais euh, elle- aujourd'hui c'est quelque chose de très visible, mais ce n'est pas une opposition qui est seulement basée sur les solutions fondées sur la nature. Alors comment avancer? Premièrement, nous recommandons d'éviter le plaidoyer pour ou contre. Écouter différentes perspectives, échanger. Je pense que c'est à l'origine des standards NBS. Euh, Lorsque vous cadrez ce qu'est un changement sociétal et vous essayez d'écouter la perspective des différents acteurs et des communautés locales, comme Philippe l'a juste dit auparavant. Euh, Je pense que le rapport mentionne l'importance du renforcement de capacités pour les pratiques transformatrices et justes. Et puis, bien sûr, il faudrait que les politiques soient également inclusives, pas simplement les pratiques. Euh, donc, par exemple, le COP 30 au niveau du Brésil ou la Convention sur la biodiversité. euh, Il est important d'explorer des mécanismes
de financement novateurs et des méthodes qui vont au-delà des marchés et comment financer les personnes sur le terrain. Euh, et nous mettons également l'accent sur comment aborder une réflexion collective et des réflexions systémiques. Pour conclure, je dirais qu'en termes de discours et de comment ceci est perçu, je dirais pas que les SFN sont mauvaises ou bonnes. Ce que je dirais, c'est que les dynamiques d'autorité ont un impact sur les pratiques sur le terrain et euh, sont les garde-fous qui peuvent influencer si ceci s'applique de la bonne manière ou pas. Et puis pour également aller dans le change le sens du changement systémique ou de renforcer les pratiques habituelles. C'est mon message. Merci d'avoir reflété les différentes opinions et d'avoir partagé des recommandations. Y aurait-il des questions de la part de l'audience pour Alex? Des remarques, des interventions. Je parle français, hein, vous pouvez poser vos questions dans toutes les langues. Des réactions? Vous pouvez poser vos questions même dans la session chat et je pourrai y répondre un peu plus tard. S'il y a des questions, vous pouvez les mettre dans la section chat. Oui, je vois une question venant d'Abdoulaye. Je vois la main levée. On ne peut pas encore vous entendre. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai juste une petite question par rapport. Est-ce que les solutions fondées sur la nature sont inscrites dans des politiques un peu beaucoup plus larges, comme par exemple les objectifs des millénaires ou le développement durable? Est-ce ils font partie un peu des, je sais pas, des grandes orientations mondiales dans ces politiques un peu internationales? Où est-ce qu'on les trouve? Donc aujourd'hui, c'est un peu nouveau pour nous, par exemple, d'entendre cette approche-là, mais on est habitué avec l'approche des changements climatiques, tout ça. Où est-ce qu'on peut placer ces événements dans la politique internationale? Merci. En gros, est-ce que les SFN sont inclus dans les accords de politique internationale tels que les ODD ou les accords tels que les conventions COP pour la biodiversité ou le climat? Oh, oui, c'est mentionné de manière explicite dans les accords. Je pense que la première fois que c'était incorporé ou inclus, c'était lors du COP 26, euh, de la COP 26, mais les Nations Unies reconnaissent ce terme. Euh, donc ça, c'est le cadre des Nations Unies au niveau de la Convention sur le changement climatique et également la Convention sur la la biodiversité. Donc il y a un texte relatif à ce terme. Il y a également d'autres accords internationaux, mais j'arrive pas nécessairement à me rappeler de ceci maintenant. Mais également l'Assemblée des Nations Unies, l'Assemblée environnementale des Nations Unies en 2022, qui a défini
les solutions fondées sur la nature. Il y a une définition, c'est une définition adoptée par les Nations Unies. Au niveau de l'Union européenne, vous avez la Commission européenne qui utilise le terme fréquemment, y compris pour certains des travaux qui sont financés en Europe. Donc oui, je suis sûr qu'il y a d'autres accords qui le mentionnent de manière explicite, mais je vais devoir vous revenir à ce sujet. Il est important de dire que les SFN, euh, c'est également basé sur une approche écosystémique et les approches écosystémiques, euh, nous les avons depuis un bon moment hein, sur la Convention sur la biodiversité et autres. Donc, c'est une bonne question. Merci d'avoir euh, expliqué ceci un peu plus en détail. Y a-t-il d'autres questions? S'il y a d'autres questions, vous pouvez les mettre dans la section chat. Je voudrais euh, présenter la dernière intervenante, Hélène Gambon, qui travaille en tant que conseillère à l'adaptation au changement climatique à la Croix-Rouge suisse. Elle représente la Croix-Rouge et la plateforme des ONG suisses. Sur cette plateforme, elle va parler des principes et des recommandations de la plateforme en ce qui concerne les solutions fondées sur la nature. C'est un mon plaisir de présenter les principes et recommandations. Euh, nous avons développé ce document pour une orientation, une définition, pour essayer d'en savoir un peu plus. Et comme vous le verrez, certains des aspects que nous avons déjà mentionnés euh, vont également aller dans le sens des parties prenantes de la plateforme des ONG suisses. Lorsqu'on parle de définition, on parle également de la même définition hein, de Naomi et d'Alex, la définition approuvée par l'Assemblée environnementale des Nations Unies, avec les différents éléments de cette définition. Je ne vais pas aller dans les détails, mais je voudrais juste souligner la nature complète de la formulation. Donc, on parle de résilience, de biodiversité, d'écosystème. C'est un concept de la plateforme, comme vous le savez. Nous avons défini 5 principes que nous pensons être importants au sein de la plateforme sur les SFN, des principes qui sont assez larges pour intégrer la diversité des organisations membres, mais également spécifiques pour offrir une orientation spécifique pour chaque principe. Nous avons également des recommandations concrètes pour chaque principe sur comment faire en sorte que le principe soit mis en pratique. Considérons-les plus en détail. Le principe numéro un, le cadre diversifié au sein des SFN. Ici, juste un exemple. Les standards de l'UCN avec des orientations des principes du WWF, de la Banque mondiale et d'autres. Suivant, nous recommandons l'utilisation des standards et des normes UCN euh, pour la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation. Et pour ajouter, je voudrais mentionner que nous ne nous attendons pas à ce que toutes les informations puissent respecter à la lettre les normes mondiales. Certains de nos membres ne travaillent pas à cette échelle, mais travaillent au niveau infrastructure ou au niveau ménage. Mais nous encourageons toutes les organisations à s'habituer et à se familiariser avec ces standards et ces critères pour une programmation efficace. De plus, nous faisons la promotion de l'utilisation de la plateforme, de l'orientation pour les SFN de la plateforme.
avec une évaluation participative des SFN pour comparer les avantages et les coûts des SFN comparés aux non-SFN dans 5 dimensions. Donc ici, on ne considère pas simplement les coûts économiques ou une analyse coûts et avantages, mais également les autres avantages que vous pouvez rencontrer dans le social, l'environnemental, la gouvernance ou la résilience, par exemple. Si vous êtes intéressé à en apprendre un peu plus, je vous encourage à participer au webinaire qui aura lieu demain à 13h30 heure suisse, euh, pour l'outil et d'orientation, et c'est quelque chose que vous pouvez également trouver sur notre site Internet. Ce sont des principes qui sont complémentaires les uns avec les autres. Donc, si vous utilisez l'un, ça n'exclut pas l'utilisation de l'autre. Cela va de pair. Suivant. Comme Alex l'a montré, il y a différents récits et différentes positions relatives au SFN. Donc, le discours de l'atténuation, de la conservation, de la vulnérabilité et critique. Euh, donc, nous devons nous adapter et pour le dire de manière assez simple, bien sûr, il y a plus de nuances. Le discours de conservation, c'est de protéger, restaurer l'environnement. Euh, L'atténuation, c'est réduire les émissions. Bien sûr, on met moins l'accent sur la protection de la biodiversité. Mais dans notre plateforme, nous mettons l'accent sur le discours de vulnérabilité. Cela fait partie de notre mandat pour s'assurer que les SFN puissent contribuer à la résilience climatique et la résilience aux catastrophes de nos communautés. Donc, lorsqu'on échange avec nos parties prenantes, que ce soit les bailleurs de fonds, les communautés, les partenaires, nous devons être conscients de ces différentes positions, y compris la position critique pour atténuer les différents conflits et les intérêts divergents. Suivant. Les processus inclusifs et participatifs sont nécessaires pour l'application efficace des SFN. Donc, premièrement, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de solution uniforme. Cela doit être taillé sur mesure au contexte socio-culturel, économique et également s'assurer que les voix locales ne sont pas mises de côté par le discours international ou la connaissance occidentale euh, pour une conception équitable et une mise en œuvre équilibrée. Et puis nous devrions être conscients que euh, nous devrions comprendre le relationnel et les opinions. Il faut prendre en compte les valeurs et euh, prendre en compte ceci dans la conception et la mise en œuvre. Une approche systémique est nécessaire pour maximiser l'impact. Donc, des stratégies plurisectorielles et holistiques pour l'intégration au sein de cadres économiques, sociaux et environnementaux. Échanger avec différentes parties prenantes pour s'assurer que tout ceci est inclus dans la planification et les processus de mise en œuvre. Ensuite, il est important de définir les systèmes et les limites du système au niveau des contextes géographiques, sociaux et écologiques pour définir les défis spécifiques à adresser.
Les objectifs et les résultats doivent être réévalués pour s'assurer de l'efficacité et nous devons comprendre les avantages et les inconvénients à travers les différentes dimensions des SFN. Dernier principe, nous pensons euh, qu'il est important de respecter une approche basée sur les droits humains dans les SFN pour s'assurer de résultats équitables et pour protéger les communautés des déplacements et de la marginalisation. Par exemple, les droits par rapport à l'accès et à l'utilisation des terres. Il faut faire une cartographie, intégrer tout ceci dans la planification du projet et nous recommandons de bâtir avec les groupes marginalisés, les femmes, les communautés, les jeunes dans la conception, le suivi et l'évaluation des activités pour s'assurer de la distribution équitable des avantages et la participation dans la prise de décision. Suivant. Le rôle de la plateforme, c'est de réduire la vulnérabilité et de bâtir une résilience aux catastrophes et au climat pour les communautés locales en s'attaquant au changement climatique et à la perte de biodiversité, tout en assurant l'équité sociale et les moyens de subsistance sur le long terme. Et nous sommes confiants que ces solutions peuvent améliorer euh, l'atteinte de ces objectifs. Vous pouvez voir tous ces euh, principes et nous allons les publier sur notre site internet. Vous pourriez y avoir accès. Est-ce qu'il y a le temps pour des questions, des commentaires? Merci Hélène. Je pense qu'il y a le temps. Je suggérerais que vous les écriviez plutôt dans la section chat. Moi et Hélène, nous allons rester et nous invitons les participants à rester pour que nous puissions nous adresser à celle-ci à la fin. Et je voudrais ajouter que oui, euh, les principes, les recommandations, nous allons les envoyer par email à tous les participants. Donc, oui, s'il y a des questions, vous pouvez les inscrire dans la section chat. Sinon, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Prenons un moment pour se pencher sur les présentations du jour et les discussions y relatives. Pour moi, les solutions fondées sur la nature peuvent s'adapter aux défis sociétaux et environnementaux en protégeant les écosystèmes et en bâtissant la résilience aux catastrophes climatiques et euh, nous avons vu que ceci euh, s'accouple bien aux solutions hybrides, infrastructurelles, euh, tout en considérant différentes perspectives, différents besoins, anticiper les conflits potentiels et entretenir et maintenir la réflexion collective pour s'assurer du succès sur la durée des solutions fondées sur la nature. Merci à tous les intervenants et merci d'avoir partagé vos perspectives, vos expériences, vos enseignements tirés ainsi que les recommandations. Et merci à tous les participants pour vous être connectés, d'avoir échangé et d'avoir partagé, d'avoir posé des questions. Je vous invite à écrire plus de questions et de réflexions, peut-être des messages de conclusion et des idées, ainsi que des feedbacks si vous avez des recommandations pour nous et pour les prochains webinaires. Merci. Avant que nous ne concluions, Hélène l'a mentionné, mais je voudrais bien sûr faire la promotion d'autres webinaires. Un webinaire demain. Et pour ceux d'entre vous en Suisse, euh, nous vous invitons pour l'événement du vendredi en personne.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver les informations sur le site Internet. Encore une fois, merci d'avoir participé et d'avoir contribué à ce webinaire si intéressant. Merci d'avoir participé à la conversation. Je considère la section chat. Y a-t-il des questions, des interventions? Je ne pense pas. Alors, encore une fois, merci. Merci aux intervenants et aux participants. J'espère vous voir demain et vendredi.